Et c'était pas la fiancée de Frankenstein, mais plutôt Mon mari, c'est Frankenstein autrement. Et là, on l'adapte donc au cinéma, mais plutôt directement donc sur Netflix par Guillermo del Toro, qui nous fait encore une fois une adaptation donc de contes et évidemment de contes horrifiques, puisqu'il avait déjà fait le cabinet des curiosités en série sur Netflix. Il continue sa collaboration avec Pinocchio en stop motion, et cette fois-ci, il nous propose donc son gros film, le gros film en plus de Netflix, puisqu'il a été présenté comme tel, Frankenstein, avec un casting 4 étoiles, on va dire, puisqu'il y a Jacob Elordi, Mia Goth, Christophe Waltz et Oscar Isaac. Une adaptation donc qui se rapproche davantage du roman, mais qui va aussi s'inspirer des films de James Whale, évidemment, et de la Hammer. Et un film qui, n'est pas véritablement le grand chef-d'œuvre attendu pour beaucoup, mais qui peut plaire, évidemment, parce que c'est du Guillermo del Toro, mais parce que c'est du Guillermo del Toro, il est peut-être assez décevant. Roman, je crois que justement par rapport à ce film, déjà premièrement, c'est visuellement, ça t'a pas totalement convaincu. Non, ouais, visuellement, j'ai trouvé ça très très moche, il faut le dire. Il veut donner une espèce d'ambiance gothique, mais avec une image très lisse, et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Donc je trouve que c'est vraiment hideux, surtout les scènes en plein jour, notamment celle sur la banquise. Avec le bateau, je trouve que c'est vraiment très moche. J'ai pas du tout accroché au film, je trouve qu'il est très mal rythmé. C'est aussi long qu'en même temps il y a pas de choses dedans. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vide et en même temps c'est trop long. Donc on est en train en espèce d'ennui et de c'est pas assez. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop de connaissances sur le mythe de Frankenstein. Les seuls films que j'ai vus, qui parlent du mythe, c'est le Rocky Horror Picture Show et Frankenweenie de Tim Burton. Donc vraiment, pour vous dire, je n'ai pas de connaissances du mythe. Bah, c'est déjà ça, quand même. Bah oui, bon, écoutez, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça... ça t'a laissé de côté. Ça m'a grave laissé de côté. Et puis, je trouve que c'est très bourrin, quoi. On nous fait bien comprendre qui est le méchant, qui est le gentil. C'est manichéen. Surtout la scène finale avec, du coup, le frère et le docteur Frankenstein. Si je peux me permettre de le dire. C'est pas un spoil en soi si tu donnes pas le contenu. Non, bah, mais voilà, il regarde dans les yeux, il fait « C'est toi le monstre !» Bah, oui. C'est vraiment... on rentre les pieds dans le plat, quoi. Enfin, c'est pas fin du tout. Et du coup, ça m'a vachement déçu de Guillermo del Toro. Puisque c'est vrai que, pour préciser, en effet, là, Frankenstein, donc c'est une adaptation, comme on l'a dit, donc qui se rapproche beaucoup plus du roman de Mary Shelley. Et donc, c'est pour cela qu'on est aussi sur la banquise et qu'il y a cette volonté de narration, donc de faire des flashbacks, puisque on arrive un peu sur un événement où on voit Victor Frankenstein, un peu faiblard, qui arrive à être sauvé par une équipe de marins qui était là par hasard. Évidemment, il y a des circonstances quand même qui sont assez bénéfiques pour lui, et il va devoir s'expliquer parce que un monstre est venu l'attaquer, a attaqué même entièrement le navire, et qui peut carrément même faire basculer le navire. Donc il faut qu'il s'explique, entre guillemets. Il a une histoire à raconter, et il explique son histoire de bout en bout, puisque on va suivre Frankenstein, donc le docteur de son enfance, à donc ses expériences récentes et ses conclusions, entre guillemets, ce qu'il en arrive un peu à découler. Et je sais que toi aussi, Lenny, ça t'a un peu décontenancé aussi ce rythme, puisque comme on l'a dit, donc en effet ça s'approche du roman par cet aspect-là, de vouloir expliquer Victor Frankenstein, donc le docteur en tant que tel, et de se rapprocher aussi par rapport à ses flashbacks. Mais en effet, il y a quand même des rapprochements au film de James Whale. Bah oui, parce que le film va avoir une forme de construction qu'il va vouloir en 2 parties, principalement. Je n'ai pas forcément détaillé plus que ça, mais à un certain moment de cette seconde partie, le film va essayer de raccrocher les wagons avec presque une demande de « Oh, Frankenstein aimerait bien avoir quelqu'un ». Frankenstein se sent un peu seul, et on a presque envie de dire que cette sensation, cette impression de narration fait très raccroché, alors qu'on n'a jamais eu, pour moi, de prémisse. Et c'en est un peu une tristesse, parce que visuellement, si je n'ai pas un gigantesque auto-recul comme tu l'as eu visuellement, je partage, mine de rien, cette tristesse, parce qu'on sent, à mon sens, que c'est un film qui a été, j'ai presque envie de dire, terminé pour la plateforme. Parce que justement, ce regard de tout est trop lisse, tout est trop beau, le côté de la banquise, ça ne marche pas, c'est simple, c'est un film qui n'a pas eu encore, pour moi, de travail de colorimétrie. C'est un film auquel il manque, j'ai envie de dire, toute une partie de post-production,
parce que, vu que c'est un film Netflix, il faut qu'il puisse convenir à tous les écrans. Et on parle pas juste d'écran de télé ou d'écran d'ordinateur, il faut qu'on puisse le voir sur votre écran de téléphone. Donc forcément, Del Toro, qui lui, d'habitude, adore jouer avec le côté un peu sombre, le côté lumière un peu tamisé, bah là, il se retrouve contraint, et même sur la banquise, on voit tout, on voit trop tout, alors que c'est un film qui a eu quand même eu que 120 ce serait un produit Netflix en soi. C'est ça, alors que c'est un film qui a eu 120 millions de budget, que c'est, si je ne m'abuse, hors inflation, sans doute l'adaptation de Frankenstein qui a eu le plus gros budget, que ça fait partie également de ceux où Del Toro a eu le plus. Alors c'était Pacific Rim qui doit être encore en tête avec 200 millions, mais on voit qu'il y a eu plein d'idées, il y a plein d'envies. Je veux dire, le décor avec cette espèce de fresque géante de Méduse où dans la tour, voilà, la fameuse tour où il va créer la créature. Donc on peut y voir même une envie assez physique, assez pratique, parce qu'on a pu voir sur YouTube différents making-of où on voit qu'il y a des lieux véritablement comme le laboratoire qui ont été construits en vrai, en dur. Donc il y a une envie de choses concrètes. Il y a une envie véritablement d'essayer de proposer un gros blockbuster, quelque chose de très très grand. Sauf que malheureusement, je pense que le film était peut-être un peu trop gros pour Del Toro. Je pense que ça fait partie de ces films où c'était le projet de sa vie. Que la figure est un peu trop, on va dire, assez grande pour lui, et qu'en fait, il s'est confronté à beaucoup plus grand en réalité. Je sais pas par rapport à la figure de Frankenstein. Je sais pas si c'était la figure de Frankenstein qui était trop grande, mais je sais que si je ne m'abuse, c'était un projet qu'il avait déjà en tête depuis les années 2000. Tout à fait, comme Pinocchio. Voilà, et qui justement, comme Pinocchio, était le projet rêvé, le projet qu'il a essayé de monter encore et encore et encore. Personne n'en voulait. Sauf que on a un peu vu ces dernières années que ça amenait rarement à des très grands chefs-d'œuvre. Le projet ultime d'un réalisateur, c'est souvent malheureusement une déception. Et là, j'ai presque l'impression que, à vouloir en mettre tellement, il s'est perdu et sait plus trop quoi raconter. Lou, tout de même, le visionnage a été plus agréable que les compères, mais j'imagine aussi que tu as pas mal d'arguments par rapport à ce qui a été évoqué. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les vrais décors, les décors en dur. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je suis une grosse fan de décors, donc ça, il n'y a absolument aucun souci, j'ai adoré. Mais le mélange des décors artificiels et des décors en dur, j'ai trouvé qu'il y avait un trop gros décalage, et au visionnage, ça m'a vraiment... ça m'a fait un peu tiquer. Je trouvais que ça avait les décors artificiels faisaient vraiment comme un peu un jeu vidéo, je trouve. Ouais. Et ça qui me dérangeait, effectivement, je trouve que c'est trop lisse. Je trouve que c'est trop parfait. J'avais l'impression un peu de regarder genre un Assassin's Creed. Tu vois, genre l'image est parfaite et tout. Des vraies cinématiques. Voilà, ça donne envie, etc. Mais je trouve que c'est trop lisse. Et justement, quand on explore un mythe comme ça... Frankenstein n'est pas lisse, enfin, je veux dire, ça peut pas être une histoire où tout est lissé, tout est beau, tout est propre, etc. Donc ça m'a un peu dérangée. Après, par contre, on en parlait hors caméra, mais je trouve que t'évoquais que t'avais l'impression que c'était un peu steampunk. Je trouve quand même qu'il y a des codes du gothique, après, effectivement, mélangés quand même avec un peu steampunk, effectivement, dans la tour. Ouais, dans la tour, effectivement, l'espèce de gros entonnoir, etc. C'est pas très gothique. Mais non, je pense que le visionnage pour moi était moins désagréable que pour vous, ça c'est sûr. Sur 2h30. Sur 2h30. Par contre, oui, sur le rythme, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, un film de 2h30, quand même, t'as le temps de creuser un petit peu plus l'histoire. Et je trouve que l'histoire, quand même, reste assez superficielle. On n'explore pas vraiment, du coup, les relations. Pareil, même le ressenti de Frankenstein, où il se dit, oui, je me sens seul, etc. En fait, ça reste très lisse, quoi, très sur la surface. On n'explore pas pourquoi vraiment il se sent seul, le décalage, etc. qu'il ressent. À la deuxième partie, du coup, c'est un peu plus évident. Mais je trouve quand même qu'il manque des éléments. Et sur 2h30, effectivement, je trouve que tu peux peut-être t'ennuyer un petit peu plus facilement que... c'était mieux rythmé, quoi. Oui. Avec plus de profondeur. Le gros problème, effectivement, qui fait ressentir la longueur, c'est que je trouve que les personnages sont vraiment pas bons, en fait. Et les interactions entre les personnages, moi, j'y crois à peu de choses près jamais. Je crois pas du tout dans la relation entre Frankenstein et cette créature. Le basculement final de Frankenstein sort quand même un peu de nulle part. Je crois encore moins à la relation entre Frankenstein et sa belle-sœur. Moi, je crois pas du tout à donc qui est jouée par Mia Goth. Je crois pas du tout à l'hypothèse d'une histoire entre eux. Résultat, en fait, on sait pas trop. Il est amoureux, il est pas amoureux. À un moment donné, on pense qu'il va jouer le jeu d'une espèce de triangle amoureux entre lui, la créature et elle.
Et en fait, pas du tout. Je trouve que, résultat, les comédiens sont pas forcément tous très bons. Je les trouve même plutôt pas très... Voilà, moi je trouve que Oscar Isaac, il est... un peu faiblard, il est un peu en mode un peu binaire, il est ou très exalté, ou il est fatigué avec la barbe. Mais c'est ça, moi je trouve... Et effectivement, même Christophe Waltz, c'est un peu paumé, on a même l'impression. Christophe Waltz, il fait du Christophe Waltz. Donc, oui, c'est ça. Donc voilà, moi c'est l'autre gros problème, c'est que je trouve le film sans surprise. En fait, on a l'impression de choses qu'on a déjà vues ailleurs, y compris beaucoup chez Del Toro, parfois en mieux, beaucoup en mieux. Et effectivement, moi, en regardant le film, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais c'est un peu ça, en fait. Et effectivement, le film, comme disait Lou, le film n'a pas d'aspérité, le film n'a pas de... Même le côté, entre guillemets, monstrueux de la créature, on n'y croit pas. Bon, effectivement, il a pas de cheveux au départ, et puis il a une couleur bizarre, et puis il a une balafre, mais c'est pas très... À deux doigts, tu me décris, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais t'as pas joué dans Prometheus, toi? Pas encore. Non, c'est encore. vrai qu'il ressemble aux ingénieurs de Prometheus, je trouve. Voilà, avec une couleur... Le côté très bleuté, ouais. Avec un code couleur un peu différent, et qui se serait coupé en se rasant, mais... Ouais. Mais voilà, je trouve le film effectivement comme ça, ce qui fait que le film, je trouve pas très intéressant. Le film ne semble pas apporter grand-chose sur un mythe qui a déjà été beaucoup creusé et beaucoup travaillé, en fait. Puis pareil, on n'a aucune empathie pour les personnages, quoi. On s'en fout littéralement de qui vit, qui meurt. Enfin, on s'en fiche, quoi. Ouais, même la créature. Mais oui, c'est ça, ça nous passe vraiment dessus. Enfin, Del Toro, il n'arrive pas à nous créer un lien avec les personnages, alors que d'habitude, il arrive à le faire. Et on a vraiment de la sympathie pour eux. Et puis, on est triste, quoi. Mais là, on s'en fout. Voilà, donc pareil, j'étais hyper déçue. Enfin, je voyais les personnages, j'étais en mode, mais je m'en fiche complètement d'eux, quoi. Il y a un vrai problème d'écriture de toute façon dans ce film, parce que bon, comme on l'a dit, donc la première partie est assez littérale par rapport au roman, donc de vouloir représenter, même si la tour, c'est tout à fait évidemment les films avec le côté is alive, avec l'électricité, etc. C'est inventé par les films, hein, on le rappelle, mais il va aussi donc pousser un petit peu le curseur dans l'inventivité, mais très peu, hein, puisque un autre personnage est aussi assez factice, c'est le personnage de Christophe Waltz, comme on l'a développé, qui est cette sorte de financier un peu véreux qui se fait de la fortune sur la guerre et qui va donc, comme on le comprend, avoir des raisons de financer ce projet sur la mort et qui donc peut ressembler un petit peu à du Docteur Pretorius, comme on avait dans La fiancée de Frankenstein de James Whale, qu'il va fusionner donc avec le roman de Mary Shelley, mais de telle sorte à ce que des fois on sent une incompatibilité qui c'est pas forcément évident, je trouve, cette volonté, comme tu l'avais dit Lenny, je crois dans le making of, il le dit ouvertement qu'il voulait fusionner le roman et le film. Oui, si j'en ai vu, c'était véritablement cette envie là-dessus d'avoir Frankenstein et la fiancée de Frankenstein et d'en faire une espèce de fusion d'un mix que le film essaye de faire à plusieurs endroits, mais on a cette espèce de sensation que ces deux films deux livres qu'on a essayé de recoller ensemble par les pages pour essayer d'en faire un plus gros. En espérant que c'est compatible, quoi. Ouais, mais ça fonctionne pas. En fait, juste on passe d'une histoire à l'autre et au final, ça joue plus sur des incohérences qu'autre chose. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, donc il y a cette histoire donc de la fiancée qu'il souhaite. Alors en effet, c'est dans le roman, hein, il y a cette histoire de compagne qu'il souhaite absolument, mais c'est amené de telle sorte parce que en fait, Victor Frankenstein, on suit davantage ce personnage-là et la créature, on la suit moins dans le roman. Et cette fois, plutôt dans cette deuxième partie de film, en effet, dans la volonté de parler de la version de la créature, il utilise la scène de la fiancée de Frankenstein, donc d'utiliser la scène de l'aveugle. Donc cet ami qu'il va avoir, cette connexion infinie quasiment entre ces deux personnages qui vont se comprendre et qui vont même s'aimer littéralement jusqu'au boutiste, hein, puisque dans la fiancée de Frankenstein, on rappelle quand même que l'aveugle fait une prière à Dieu en remerciant même Dieu d'avoir amené un être cher qui va l'accompagner pour la suite. Donc bon, on comprend les analogies évidemment de James Whale derrière. Ici, qui est un peu dénaturé d'ailleurs par Del Toro, je trouve, à mon sens. Et ensuite, donc cette péripétie en soi, on revient sur le roman, puisque ça c'est une scène complètement du film qui a été reprise, on revient sur le roman avec cette volonté de une compagne. Il veut une compagne, il veut une fiancée, et du coup tout se précipite un petit peu pour essayer d'arriver à cette fin, à cette conclusion entre le docteur et la créature. Ouais, je trouve qu'en fait, ça arrive super vite. Il dit qu'il se sent seul.
il trouve un ami et directement après, il veut une fiancée. Il n'y a pas de développement. Il peut dire je vois des relations amoureuses autour de moi, j'ai envie de connaître l'amour, etc. C'est vraiment juste je me sens seule. Une fiancée, je crois que c'est bien. Oui. Et je trouve ça hyper dommage parce que il aurait pu vraiment avoir genre une belle connexion entre du coup la belle-sœur et la créature parce que on voit l'intérêt de la belle-sœur, qu'elle a un attrait pour l'étrange, etc., qu'elle-même elle se sent pas forcément à sa place dans ce monde, etc. Et je trouve que ça aurait pu être super cool dans la narration de développer ça. Et vraiment il est passé à côté. Il avait je m'en fous. Vraiment c'est pas mon problème. Semi-développé ça on va dire. Ouais c'est ça. Et je trouve ça super dommage, mais par contre, je voudrais revenir un truc sur un truc qui n'a rien à voir. Mais je trouve que le travail, par contre, des prothèses de la créature, de Jacob Elordi, est super. Vraiment. Bon, moi, je trouve ça super. Non, mais t'as le droit. Vous avez pas l'air d'accord, mais moi, je trouve que vraiment... j'ai bien aimé les prothèses. Voilà. C'est les goûts et les couleurs. Hein, les goûts et les couleurs. Enfin, quelqu'un qui aime bien les chauves, quoi, merde. Non, puis j'aime bien, il se laisse pousser les cheveux à un moment, c'est sympa. Il a les petits cheveux wavy et tout. Mais non, je trouve que en soi, l'apparence de la créature est un peu trop lissée. Attention. Oui. Il aurait pu être plus balafré. Ou plus horrifique, entre guillemets. Ouais, plus horrifique, peut-être. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain travail. Et je tiens à souligner ce travail. Bah, écoute, c'est évidemment un travail qui a été de toute façon souligné par Del Toro. Quelqu'un a souhaité potentiellement faire un dernier petit mot sur le film. C'est assez triste, mine de rien, parce qu'il y a eu beaucoup ce retour de pas mal de critiques qui disaient que c'est à ça que sert Netflix. C'est à filer du pognon à des artistes pour faire leur projet de rêve. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, je suis pas sûr que ce soit là où ça mérite ce genre de film, parce que au final on se retrouve avec un projet pour moi qui est tellement gros, je sais pas du tout, je suis pas dans le secret de la pré-production, de la production, je sais pas à quel point Netflix a été, je veux dire, présent ou a dirigé ou non Del Toro, mais du peu qu'on en sait visiblement c'est rarement le cas. Il laisse plutôt les artistes faire un peu ce qu'ils veulent, et je pense véritablement que le laisser autant libre, à mon avis, ça a peut-être été véritablement le côté se tirer une balle dans le pied, parce que comme on l'a dit et on l'a répété, il y a trop d'idées, il y a trop de choses, il y avait sans doute peut-être trop d'envie de sa part, et du coup au final, on se retrouve avec un film qui essaie tellement de faire que on dit que peut-être une série, ça aurait été mieux. Après, en contre-argument, je me permets tout de même, c'est que quand on voit les projets comme le Cabinet des Curiosités, qui reste plutôt honnête, entre guillemets, pour une série, et Pinocchio, qu'il avait fait, qui reste pour moi l'un de ses meilleurs films, on peut aussi voir l'autre pendant, quoi, qui permet quand même à ces artistes comme Del Toro de concrétiser leurs idées. En effet, là, il y a une idée sur les deux qu'il voulait faire depuis un certain moment, qui paraît quand même plus légitime que l'autre. Ça, je pense que vous l'avez compris au fil de nos critiques sur Frankenstein, mais ça reste évidemment un film qu'on vous laisse découvrir, donc pour l'unique fois sur Netflix. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien